Alors il faut se dire que derrière chaque explication, derrière chaque fonctionnement, et surtout derrière chaque RFC, il y a deux personnages. Il y a Alice et Bob. Historiquement, Alice veut communiquer avec Bob, Bob veut communiquer avec Alice. Les deux sont de bonne foi et veulent communiquer mutuellement entre eux. Un autre interlocuteur, Mallory, est souvent présent. Mallory, c'est un attaquant. Il a une particularité, Mallory, c'est qu'il aime bien traîner dans les cafés, genre les Starbucks, et fortuitement, il regarde des fois derrière votre écran. Il récupère votre mot de passe. Il récupère juste votre mot de passe, il récupère juste vos informations. Mais bon, qui peut lui en vouloir? Il a mis même un petit hotspot dans le réseau Starbucks pour que vous puissiez vous connecter. Bon, par contre, il récupère tout. Suzy et Ted, ce sont deux personnages qu'on dit neutres. Dans l'idée, ce sont des opérateurs. Suzy, elle représente le serveur opérateur, un serveur qui est contrôlé par une entité neutre, qui va fournir des informations. C'est le cas par exemple des serveurs DNS, mais ça peut aussi être le cas d'autres serveurs, qui, par exemple les serveurs d'adressage Tor, dans l'ancien schéma d'adressage Tor, qui sont tenus par des associations et qui permettaient de retrouver certaines bases. Ted, c'est l'autorité de confiance. On a confiance en Ted pour qu'il nous donne une information fiable. Par contre, on n'a pas confiance pour qu'il garde l'information secrète. Il doit juste nous donner l'information fiable. Et Plod. Alors Plod, il faut le voir un peu comme l'agent de sécurité persuadé dans son supermarché, avec sa petite cravate rouge et à traquer les racailles, qu'un dangereux terroriste un jour va essayer de faire sauter le Carrefour City. Et il en est tellement persuadé qu'il a décidé d'écouter tout ce que tout le monde se disait dans le supermarché. Tout ce que tout le monde se disait autour de lui, uniquement pour pouvoir attaquer et pour pouvoir répondre avant même que le projet soit créé. Ça crée des situations quelquefois assez intéressantes, comme l'espionnage complet de toutes les communications de tout le monde. Bon, faut pas se faire d'illusions, Plod, c'est l'État américain. C'est l'État de manière générale, c'est un acteur étatique qui va chercher à collecter, qui va chercher à récupérer, qui va chercher à attaquer les données. Avec ces trois catégories de personnages, on peut déjà représenter schématiquement le fonctionnement du net moderne. Dans l'idée, Alice, Bob et Mallory sont des utilisateurs, Suzy et Ted sont des interlocuteurs avec lesquels on va parler régulièrement, et Plod est celui avec lequel on n'a absolument pas envie de parler. Dans un scénario standard, Bob veut se connecter sur un site. Mettons arbitrairement pierre.du.net. Pour se connecter à ce site, il va essayer d'abord de se connecter à quelque chose. Pour déterminer à quoi il doit se connecter, il va envoyer une requête. Il va envoyer donc une demande de hostname à un serveur DNS. Un serveur DNS, ça fonctionne d'une manière assez simple. Vous contactez le serveur DNS et vous lui dites qui possède pierre.du.net. Lui, il va demander à ce qu'on appelle un root server. Les root servers, ce sont des serveurs qui sont globaux sur la planète. 7 sont gérés aux États-Unis ou par les États-Unis. Ça fait un peu moins global. Mais ce sont des serveurs qui vont vous répondre. Et ils vont répondre à pierre.du.net, je ne gère pas parce que je ne gère pas les points net. Les points net, c'est le serveur des .net. Et donc on va contacter le serveur des .net. Le serveur des .net, on va lui envoyer pierre.du.net qui gère. Et le serveur des .net, il va répondre, c'est OVH. Donc on va contacter OVH, et là Dieu merci, c'est OVH qui gère, puisqu'OVH va nous répondre, ah, pierre.du.net, c'est telle adresse. L'idée, c'est qu'un serveur DNS est un annuaire. Il va vous fournir des correspondances, à partir desquelles vous allez récupérer l'adresse IP qui correspond au hostname. Un serveur DNS, ça va bien plus loin. Si vous voulez envoyer un mail, vous allez utiliser un serveur DNS. Pourquoi? Parce que le serveur DNS, il ne va pas résoudre du .net, par exemple, si vous allez écrire un mail à pierre.du.net, il va interroger du.net pour lui demander quel est son serveur mail. En l'occurrence, ça sera exchange.du.net. Et ensuite, il résoudra. C'est ce qu'on appelle une requête NX, qui va donc donner le serveur mail qui correspond. Il a aussi la capacité de donner des policies, c'est-à-dire des règles pour interagir avec le serveur, qui sont dans les champs TXT. C'est un détail. Les champs serveurs qui, eux, ont une particularité, qui sont de donner les IP et les ports des services. Par exemple, si je veux communiquer avec un serveur XMPP avec pierre.du.net, j'aurai besoin de récupérer l'information _xmpp-server._tcp.du.net. Cette requête est très utile si par exemple vous voulez faire de buzzing. Au-delà d'un simple usage d'Internet, vous voulez essayer de détecter si d'autres services tournent liés à un nom de domaine. Vous allez envoyer une requête NX pour voir qui gère les mails qui sont associés au domaine. Très souvent, vous allez tomber sur Google ou malheureusement Microsoft.
Vous voulez savoir s'il y a un serveur XMPP, vous allez envoyer la requête XMPP serveur. Vous allez pouvoir énumérer tout simplement, en utilisant le DNS, un certain nombre d'informations concernant un site. L'autre problématique aussi par rapport au DNS, c'est qu'il est extrêmement vulnérable. Le premier cas, c'est Plod. Comme je l'ai dit, Plod est un acteur étatique. Plod contrôle l'intégralité du réseau ou a un moyen de faire pression sur les acteurs du réseau. C'est notamment le cas en France, en Angleterre ou aux États-Unis. Les Anglais, ils ont décidé que c'était complètement immoral de regarder de la pornographie. Dans l'idée, ils ont donc dit, on va tout censurer. On va tout censurer, il faudra prouver qu'on est majeur, avec sa carte d'identité, pour pouvoir autoriser l'accès au site. Et donc pour faire ça, ils ont dit au FAI, mais vous censurez tout, vous bloquez tout au niveau du DNS. Ce qui fait que si aujourd'hui, quand vous êtes en Angleterre sur un accès réseau public, etc., et vous essayez d'accéder à de la pornographie ou à certains jeux de paris, vous allez être bloqué. Vous allez avoir un message qui va vous annoncer oui, nanana, nanana, vous n'avez pas la possibilité de prouver que vous êtes majeur. Comment ça a été réalisé? Bien tout simplement, ils ont demandé aux serveurs DNS des fournisseurs d'accès de bloquer ces sites-là et de rediriger vers un site contrôlé par l'État. Donc au lieu de répondre avec l'IP correcte, c'est une fausse IP qui est annoncée, à savoir l'IP de l'État. C'est la première forme de censure qu'on peut retrouver, la première forme d'attaque qu'on peut retrouver sur les DNS. Elle est extrêmement fréquente, elle est notamment utilisée, et là je vais parler de la France par contre, pour bloquer les sites djihadistes. L'autre attaque, c'est l'attaque dite par DDoS réfléchi. Le DDoS réfléchi, c'est une attaque qui va consister à envoyer un message à un serveur DNS et à attendre de lui une réponse de taille supérieure. Si je suis capable d'émettre un message qui fait, je prends une valeur aléatoire, 2 octets, et que le serveur DNS me répond avec un message de 20 octets, il me suffit donc d'envoyer un message au serveur DNS en lui disant « Je suis tel IP, répondez-moi sur tel IP, et répondez-moi votre message. » Vous envoyez un message qui coûte 2 octets en dépense, et lui il répond 10 octets. Sauf qu'il répond avec un protocole qui s'appelle le protocole UDP. Et dans le protocole UDP, on peut forger l'IP d'émission. Avec une IP forgée, il y a donc la possibilité d'avoir un DDoS réfléchi et s'arranger pour que le paquet revienne à une personne qui n'était pas son émetteur, et en plus donc floude la cible. Enfin, la dernière attaque, et la plus commune finalement sur le DNS, celle-là on la réalise même en test d'intrusion, on la réalise même en red team, on réalise ça quand on a besoin finalement d'attaquer un utilisateur en particulier, ou quand on est dans un réseau d'entreprise et qu'on essaye d'attaquer. On va faire ce qui s'appelle du DNS poisoning. Un serveur, une machine, demande par exemple qui possède google.fr ou qui possède pierreconduit.net. Eh bien je vais lui répondre avant le serveur DNS. Si je lui réponds avant le serveur DNS en lui disant c'est mon IP, c'est mon IP, promis, venez, connectez-vous. Elle va se connecter. Et en se connectant, donc elle sera sur le site de l'attaquant, ce qui peut avoir un impact assez majeur, parce que pour une page web, bon d'accord, vous n'aurez pas accès à pierreconduit.net, c'est très grave. Par contre, quand il s'agit de serveurs de mise à jour, quand il s'agit de serveurs auprès desquels on s'authentifie, il y a la possibilité de voler des identifiants ou de voler des authentifiants. C'est une attaque un peu dérivée qui est faite notamment quand vous utilisez Responder comme outil. C'est un outil qui va permettre de récupérer des hashes d'authentification Windows. Et pour peu que le mot de passe soit un peu faible, il est cassé. Une fois que vous avez l'IP, vous allez communiquer avec votre fournisseur d'accès Internet. Là, c'est une simplification, naturellement, ça a évolué avec la fibre, mais sur un schéma ADSL classique, il y a une boucle locale. La boucle locale est reliée à une armoire locale qu'on appelle un DSLAM, et l'armoire locale, le DSLAM, est reliée à un brass. Ce qui est intéressant par rapport à cette connexion, c'est que tout se retrouve centralisé sur le réseau de l'opérateur. Et aussi que tout passe par des DSLAM. Claude, encore lui, est persuadé que les chefs de rayon sont en train de voler des choses. Il a donc décidé de mettre sur écoute directement les postes de communication des chefs de rayon. Et c'est ainsi qu'il peut récupérer toutes les communications qui passent dans ce rayon. C'est une solution qui est utilisée par certains gouvernements. Dans certains cas, d'autres solutions sont utilisées, comme par exemple directement forcer le fournisseur d'accès à Internet à fournir les informations. C'est le cas notamment depuis le passage de la loi sur la surveillance après les attentats les plus récents, que l'État français récupère une partie des données pour des cibles déterminées. L'autre gros risque avec les FAI vient des FAI eux-mêmes. C'est un débat assez connu aux États-Unis qui s'appelle le débat sur la neutralité du net.
Aux États-Unis, on a un gros problème, on a des opérateurs, des gros acteurs nationaux, comme Comcast, comme Verizon, qui proposent des accès Internet, mais ils proposent aussi des services de vidéo à la demande. Et comme ils n'ont pas envie que leurs concurrents aient un bon flux pour accéder à leur vidéo à la demande, ils limitent. Et ils limitent du coup tous les accès, par exemple ils vont limiter les accès à Netflix, etc. L'idée de la neutralité du net, c'est que vous ayez, peu importe chez qui vous êtes, le même accès à tous les sites, sans limitation volontaire de la part du fournisseur d'accès. Il se trouve que malheureusement ce n'était pas respecté, c'est pour ça que la loi pour la neutralité du net a été poussée aux États-Unis par Obama et a été abrogée quelques mois plus tard grâce à Trump. Après avoir communiqué donc avec votre ISP, là vous n'êtes toujours pas sur Internet à proprement parler. Internet, c'est dans le nom, c'est une connexion de network. Et une connexion de network, ça va fonctionner avec un protocole qu'on appelle le protocole BGP. BGP est un protocole qui va permettre à tous les réseaux de communiquer entre eux. Les réseaux BGP donc échangent entre eux, s'assurent entre eux des différentes informations. Par exemple, notre opérateur, là dans le cas de Bob, l'opérateur de Bob, va annoncer à Level 3, qui est un vrai opérateur, qu'il possède l'IP de Bob. Level 3 va ensuite envoyer l'information à un autre serveur qui lui appartient. Sur un autre exemple, les sociétés privées aussi peuvent être des fournisseurs des AS, Autonomous Systems, donc peuvent être des AS et envoyer ces informations. Par exemple, les banques, la plupart des banques aujourd'hui ont ce qui s'appelle un ASN et donc la capacité d'annoncer des adresses IP sur Internet. C'est aussi le cas, par exemple, de Au Féminin. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais Au Féminin dispose d'un ASN. Il faut croire que Marmiton, etc. nécessite vraiment une grosse structure. Là, dans le cas qui nous intéresse, nous voulons communiquer avec le site. J'ai un premier chemin, je pars comme ça, je passe par American Electric, j'arrive à level 3, ah non, ça fait 4, alors que je peux le faire en 2. Toute la structure d'Internet, toute la structure de la rapidité des communications et des interconnexions se fait via ce protocole BGP. Là, comme vous pouvez le voir, le chemin le plus court, il va passer par level 3, puis arriver à mon opérateur. C'est bien, c'est pratique. Le problème, c'est ce qui se passe quand un opérateur décide d'être malveillant. Mettons, Claude décide d'annoncer qu'en fait, il n'est qu'à un seul saut du résultat final, qu'il n'est qu'à un seul saut du site. Eh bien, mon navigateur, mes paquets, etc., toutes mes communications vont passer par Claude, puisqu'ils sont persuadés que c'est le chemin le plus court. Le problème de BGP, c'est que c'est un réseau de confiance. Et le problème aujourd'hui des nations à travers la planète entière, c'est qu'on ne peut pas vraiment leur faire confiance. On l'a vu notamment avec l'opérateur national China Telecom, qui a récupéré et intercepté à travers les 5 dernières années des communications sur la planète entière. Quelquefois ils ont isolé des pays, quelquefois ils ont isolé des villes, mais dans tous les cas ils ont redirigé énormément de trafic en faisant des fausses annonces BGP, dans la seule finalité d'intercepter des communications et de les faire transiter par des centres d'interception à Shanghai. Ça c'est pour la Chine. Je vous rassure, du côté occidental, les États-Unis ne sont pas en reste. Les documentations publiées par Snowden ont permis de montrer que les États-Unis avaient lancé des attaques effectives contre Tor, se basant également sur l'empoisonnement BGP. Suite à cette attaque, un outil d'ailleurs est sorti qui s'appelle Astoria, qui détecte les modifications de chemin BGP anormales. Toutes les communications BGP sont aujourd'hui supervisées, sont surveillées, mais le problème c'est qu'il y en a autant qu'il y a d'IP. IPv4 comme IPv6. Donc c'est quasiment impossible de tout détecter. C'est pour ça que certains opérateurs sont passés à la loupe et certains comportements anormaux sont détectés. Mais les acteurs, en Russie, en Chine, ou très récemment Amazon, qui s'est fait pirater, ont la possibilité de modifier ces flux. Quand Amazon s'est fait pirater, c'était officiellement pour un site de crypto-monnaie. Les portefeuilles ont effectivement été volés. Le gain est d'environ, je crois, 10 millions. 10 millions de dollars après avoir piraté un simple serveur. Derrière donc cette communication, on s'appuie sur un modèle. Dans l'idée, le modèle OSI c'est un ancien modèle, un modèle dit académique. Le modèle OSI imposait de ne pas avoir d'interaction entre les différentes couches, de ne pas avoir de communication entre les différentes couches, de ne pas avoir de retour en arrière ou d'encapsulation d'une couche dans une autre. Je pense particulièrement qu'on ne pourrait pas encapsuler une couche network dans une couche application.
Le problème, c'est que dans la réalité, on le fait. Dans la réalité, on se base sur le modèle TCP/IP. L'idée, c'est que le physique va englober donc l'Internet, qui va englober le transport, qui va être globalement une couche de présentation, TCP, UDP, etc. Et au-delà, la couche applicative, qui va donc être la couche HTTP, mais qui peut être la couche SSL, qui peut être une couche DTLS, qui peut être une couche UDP, qui peut elle-même encapsuler derrière d'autres couches. C'est pour cela qu'on s'appuie sur un principe d'abstraction. Dans l'idée, nous allons arrêter de penser tout simplement le réseau comme étant une simple couche ou un simple protocole, mais c'est un ensemble de protocoles qui s'encapsulent mutuellement. Et nous allons donc nous appuyer sur l'application layer, donc la couche d'abstraction applicative. Pour entrer dans la couche d'application applicative, nous allons utiliser le protocole TCP. Nous allons établir une connexion avec un paquet TCP SYN, réponse du serveur SYN ACK et réponse de l'utilisateur ACK. Dans l'idée, nous avons établi une connexion TCP, un tunnel réseau dans lequel nous allons continuer de communiquer. Et donc nous allons changer de protocole, nous allons passer sur la couche au-dessus. Le premier tunnel est établi, nous allons communiquer désormais en HTTP. J'envoie une requête donc HTTP au serveur, je vais lui dire « Communique-moi l'accès à pierre-pendu.net ». Le serveur va me répondre « Non ». Pourquoi? Tout simplement parce que mon serveur ne répond pas en langue. Il répond sur le port 80, mais il ne vous laissera pas vous connecter sur le port 80. Il va vous répondre « Connectez-vous sur le port 443 », à savoir l'HTTPS, donc en utilisant SSL-TLS. Donc il va faire une redirection. Je vais devoir donc établir une connexion au niveau de la couche applicative en SSL-TLS. J'enverrai donc un message qui s'appelle le client hello, qui contient un SNI, c'est le hostname du site. Le serveur va me répondre avec différentes informations, donc là ça va dépendre de l'échange TLS. Je lui réponds, et ça y est, j'ai établi une connexion SSL-TLS. Une fois cette connexion établie, on récupère le cadenas. C'est pour ça que le petit cadenas vert est présent. Le problème, c'est qu'avoir le cadenas, ce n'est pas forcément signe de sécurité. D'abord parce que le cadenas ne sera pas forcément toujours là et vous ne ferez pas forcément attention. Vous avez l'habitude de vous connecter à Google en HTTPS. Si demain vous n'êtes pas en HTTPS, vous ne vous en rendrez pas forcément compte. Eh bien, c'est le cas, effectivement, d'une attaque très simple. Valoris sur le réseau, il va vous rediriger vers une version HTTP du site. Alors, vous allez me dire, mais c'est pas possible, il y a une redirection. Oui, mais lui, il va récupérer les données en HTTPS et il va vous présenter les données en HTTP. Il va agir comme un proxy et va dégrader votre connexion. C'est aussi ce que font les entreprises quand ils vont intercepter vos communications pour assurer votre sécurité ou assurer qu'aucun malware n'entrera dans l'entreprise. C'est ce qu'on appelle une attaque par l'homme du milieu. Enfin, derrière, donc là, on a atteint le serveur, on communique avec le serveur, mais est-ce qu'on communique vraiment avec le site web? Non, en général, une infrastructure, c'est beaucoup plus complexe. Un site web, c'est rarement juste une page web exposée, sauf si effectivement vous avez une petite page que vous avez fait avec votre compte free pour les plus vieux. Foncièrement, vous allez communiquer simplement avec cette page. Mais le net ne fonctionne pas comme ça. La plupart du temps, vous avez ce qui s'appelle devant un reverse proxy. Le reverse proxy va récupérer votre connexion et va vous rediriger vers le serveur nécessaire. C'est-à-dire qu'il va communiquer avec le serveur, lui dire « j'ai un tel qui veut te parler ». Le serveur va regarder, va analyser la requête, va répondre « d'accord, tu lui réponds ce contenu ». Donc tu lui réponds le contenu de la page HTTP nécessaire. L'autre possibilité, c'est par exemple j'accède à mon serveur mail. Pareil, si j'ai une interface web, il va me rediriger vers mail.du.net. Si je suis un attaquant, je ne vais pas chercher à attaquer le reverse proxy. Je vais essayer d'attaquer avec des attaques applicatives le site web, ou avec encore d'autres attaques applicatives, comme des injections SQL, la base de données qui se trouve derrière. A l'inverse, si le site est infecté ou si le site est un site d'attaquant, il va essayer de vous rediriger vers un serveur contrôlé par l'attaquant qui va vous distribuer par exemple une fausse mise à jour d'Adobe. Vous pensez que ça n'arrive jamais, pourtant je crois qu'on est de l'ordre de 1 million de touchés sur la dernière campagne similaire. 1 million de personnes qui ont téléchargé tranquillement parce que le site leur demandait une mise à jour. Derrière tout ce fonctionnement, il y a un problème. C'est qu'on est basé sur une informatique de confiance. Donc pour répondre à cette problématique de la confiance, parce qu'on ne peut pas faire confiance à tout le monde, on a mis en place des certificats, une PKI, une Public Key Infrastructure, c'est-à-dire une gestion des certificats, des clés privées, des clés publiques, et de mécanismes cryptographiques pour se protéger.
Donc on a établi des connexions TLS, tout à l'heure on l'a vu, on me connectait au site pierre.du.net, j'ai été redirigé en HTTPS, et le petit verrou prouve bien donc qu'on est sur pierre.du.net. Différentes méthodes existent pour vérifier. D'abord il y a le sitName indicator, qui va lier le certificat à la demande de certificat à un site donné. C'est pratique quand vous avez un reverse proxy. Il y a le certificat de status request, on y reviendra. Il y a les autorités de confiance qui sont autorisées. Dans le cas des autorités de confiance, c'est Trent en qui on a confiance. Plein de messages, plein de différentes informations vont être envoyées. Pourtant, il existe toujours des attaques, comme par exemple la possibilité de prendre un autre domaine. On veut se connecter à alice.com, j'ai pris alice.co. On veut se connecter à, je ne sais pas, Google Enterprise, j'ai pris Google Entreprise. C'est bête, mais c'est facile. Un autre encore domaine très facile, juste une simple inversion de lettres, personne ne la voit. Toujours est-il qu'avec un certificat SSL sur ce domaine, il est possible d'avoir donc des requêtes accidentelles, des mails accidentels où la personne a oublié de taper une lettre, qui sont envoyés à cette adresse. Alors pour éviter ce type d'attaque, quand j'accède à une page web, il existe une possibilité au niveau des certificats qui s'appelle les DV, OV, EV. DV, c'est Domain Verify. C'est ce que vous propose aujourd'hui Let's Encrypt. Ça va permettre de vérifier que vous êtes bien sur pierre.du.net. OV, ça vérifie bien que vous êtes sur pierre.du.net et que c'est possédé par Pierre. EV, ça confirme que vous êtes bien sur pierre.du.net, que pierre.du.net est bien possédé par Pierre, que en plus je suis une entité légale qui habite à tel endroit, que mon adresse est telle adresse. L'intérêt particulier de ces certificats, ce sont sur des réseaux où les noms de domaine ne sont pas forcément évidents à détecter au niveau des erreurs. Je pense particulièrement à Facebook, qui, sur son site en Onion, a notamment un certificat EV. Donc quand vous vous connectez à Facebook via Tor, vous avez un certificat EV qui vous est donné. Aujourd'hui, le consortium qui distribue les autorisations de distribuer les certificats, par exemple, oblige que tous les sites en Onion aient un certificat de type EV. Derrière, l'autre risque, c'est qu'est-ce qui se passe si Trent est compromis par Plod. Les certificats qui sont validés par Trent peuvent être des faux certificats. Des faux certificats peuvent être produits et des fausses communications peuvent se produire. Ça a notamment été le cas en Iran. En Iran, une société de distribution de certificats, DigiNotar, a été compromise. Cette société, donc, produisait des certificats. La personne qui l'a compromise s'est dit, bon, bah, très bien, je vais produire le certificat de Google, je vais produire le certificat de Gmail, je vais produire tous les certificats que je peux. Ils ont produit ces certificats, et pendant à peu près 2 semaines, l'Iran a été sous l'interception active via des certificats falsifiés produits par DigiNotar de Google, Gmail, Outlook ont été touchés. Étonnamment, c'était tous des opposants iraniens. Ça a été expliqué pour une raison simple, c'est que Google embarque des sondes pour détecter ce type de comportement anormaux. Ils vont vérifier que le certificat qui est présenté est bien le certificat que Google attend. Manque de peau, forcément, c'était plus le bon certificat. Après, il existe une autre problématique. Quid des certificats révoqués? Si demain je vole un certificat, je vais pouvoir l'utiliser jusqu'à ce qu'il expire? Non, il existe des mécanismes, comme les listes de révocation, qui permettent de s'assurer qu'un certificat n'est pas révoqué. Le problème, c'est qu'on a des acteurs comme Let's Encrypt qui distribuent plusieurs millions de certificats par an. Et encore, je pense que je suis en deçà de la réalité au niveau de ce chiffre. Ça veut dire qu'ils en révoquent aussi plusieurs millions. Imaginez plusieurs millions de certificats révoqués par an, ça fait des listes donc de plusieurs millions d'entrées. Pour éviter de devoir télécharger des fichiers de 1 million de lignes, une autre méthode a été proposée qui s'appelle l'OCSP, OCSP agrafage. L'OCSP agrafage permet tout simplement de requêter, d'envoyer une requête à l'autorité de confiance pour lui dire peux-tu faire une sous-signature de ce document qui dit que ma clé est encore valable. L'autorité de confiance répond et ces agrafages ont une durée de vie limitée de 1 jour, 1 semaine, ça va dépendre de la configuration souhaitée. L'autre point aussi, pour éviter que des certificats malveillants soient produits, c'est le certificat de transparency. Là aussi, une source fabuleuse au niveau OSINT, puisqu'elle va vous permettre de collecter énormément d'informations. Elle va vous permettre de récupérer tous les certificats qui ont été produits. C'est une nouvelle exigence. Aujourd'hui, chaque autorité de confiance qui produit un certificat public exposé sur le net devra
avoir poussé ce certificat, enfin, la clé publique de ce certificat, sur des bases de données. Si le certificat n'a pas été poussé sur la base de données, ça lève une alerte. Et c'est détecté. Alors c'est détecté par qui? Justement, par des acteurs tiers, qui font ça bénévolement, qui proposent leurs services bénévolement, et qui vont détecter, du coup, dès que quelqu'un va produire des faux certificats. Alors, le problème de ce système de confiance, etc., c'est que souvent, il faut vraiment qu'il y ait des personnes actives derrière, qui regardent, qui soient là, etc. Et c'est rare qu'avec tous les cas. Et pourtant, on a détecté Symantec, qui avait décidé de distribuer des vrais certificats à ses antivirus pour qu'ils puissent intercepter vos communications. On a détecté également Startcom, qui s'est fait retirer son habilitation à produire des certificats, parce que justement, ils ne respectaient pas le certificat de transparency, et ils ont produit des certificats, antidaté des certificats, et truqué des certificats. Les personnes qui vont retirer ces autorisations, etc., c'est le CAB Forum. Le CAB Forum, c'est une entité, donc c'est dans le nom, CAB, c'est autorité de confiance et navigateur. Les 5 plus gros navigateurs et toutes les autorités de confiance sont réunies dans une même association qui vont décider de l'avenir, entre guillemets, des certificats sur Internet. Si demain, le CAB décide de révoquer, je ne sais pas, la clé DigiNotar, par exemple, ils le feront. Et en le faisant, ils le feront disparaître du net. Puisque tous les navigateurs à jour ne l'auront plus dans leur magasin d'autorité de confiance. Tous les systèmes d'exploitation ne l'auront plus dans leur magasin d'autorité de confiance. Ça veut dire que les certificats qui auront été produits par cette autorité de confiance n'auront plus aucune valeur. Ça paraît terrifiant dit comme ça, et ça l'est, parce que ça a vraiment eu des effets énormes, dans certains cas où des certificats, des gros certificats ont été révoqués, ou qu'il y a eu une mauvaise gestion des certificats. Toutes ces technologies permettent d'assurer le fonctionnement du net, permettent d'assurer le fonctionnement d'un net fiable, d'un net relativement fonctionnel, même si un grand nombre d'attaques existent dessus. Donc le net est un réseau de confiance, un réseau dans lequel on peut avoir confiance, mais un réseau sur lequel, pour avoir confiance, il faut quand même prendre 2-3 sécurités. Vérifier les certificats, penser à bien s'assurer que derrière il n'y a pas de malfaçon. À vous aussi de choisir et de déterminer comment protéger votre navigation et votre usage du net. Merci.